Attachement et infestation d'entités astrales, partie 1. Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez très bien, heureux et fort. Merci de me rejoindre pour une autre vidéo. Je suis Marie Soiru. Tout d'abord, ce sujet est très vaste. C'est l'un de mes préférés et je le considère comme très important, surtout parce qu'il existe très peu d'informations sur les entités astrales sur Terre. La plupart de ces informations sont fortement contrôlées par la Kabbale terrestre et par leur religion, et ne sont donc pas de domaine public. La population générale ne dispose que de connaissances anecdotiques et empiriques provenant des personnes qui ont étudié ce phénomène, ainsi que de ce qui descend filtré depuis les contrôleurs, laissant les gens avec quasiment aucune preuve solide ni données scientifiques sur le sujet. Il va sans dire que la science sur Terre est incapable d'étudier objectivement ce phénomène, comme tout ce qui a trait aux royaumes astraux ou à l'éther, car cela n'existe même pas pour elle. Pour la science non humaine, comme la science tégétienne, les entités astrales et les royaumes astraux sont un sujet scientifique pleinement accepté, et il existe beaucoup de données à leur propos. Je continuerai donc à partager tout ce que je peux sur ce vaste sujet, en ajoutant cela aux vidéos que j'ai déjà publiées. Chaque créature, comme les humains lyriens ou tout autre être, possède une plage de perception limitée, dictée par la capacité de ses sens physiques. Mais si elle ne peut pas voir ou percevoir quelque chose, cela ne signifie pas que cette chose n'est pas là et n'existe pas. De la même manière, la technologie humaine ne peut rien détecter dans l'astral, ou seulement de façon très limitée, par exemple à l'aide de caméras infrarouges sensibles, alors que la technologie tégétienne et celle d'autres races stellaires le peuvent, et très efficacement. Pour les races stellaires dotées d'une technologie avancée, l'astral n'est pas une théorie ésotérique. Tout ce qui s'y trouve est très réel et peut être étudié de manière tout à fait objective. Tout ce qui existe possède une vibration, c'est dire les oscillations par unité de temps des particules d'énergie, et cela dicte la façon dont elles forment la matière et la masse, ainsi que les différents types d'énergie connus. Pour pouvoir percevoir ou détecter quoi que ce soit dans une gamme vibratoire donnée, la vibration doit être égalisée ou rendue identique, comme lorsque vous syntonisez une station de radio et commencez à écouter la musique spécifique qui est transmise, tout en ignorant ce que diffusent toutes les autres stations. Le fait de ne pas les entendre ne signifie pas qu'elles n'existent pas. Il en va de même pour les royaumes existentiels tels que l'astral. Il est là, mais les gens, en général, ne peuvent pas se syntoniser perceptuellement sur sa fréquence spécifique, et ne peuvent donc pas voir ni percevoir ce qui s'y trouve. Lorsque deux choses ou deux êtres ne partagent pas du tout la même vibration et la même fréquence, ils deviennent incompatibles et s'ignorent mutuellement comme s'ils n'étaient même pas là. Ils deviennent réciproquement inaccessibles et sans influence l'un sur l'autre. Mais lorsqu'il existe une partie, ou une certaine plage de fréquences compatibles, que ces deux choses ou êtres partagent, alors une influence peut se produire. Deux êtres très différents et très incompatibles, qui maintiennent des vibrations très différentes, peuvent s'influencer mutuellement lorsqu'une partie d'eux est la même que celle de l'autre. Par exemple, un psychopathe et un starseed positif ont des fréquences et des vibrations existentielles très différentes. Pourtant, vous, en tant qu'observateur, pouvez les voir tous les deux marcher l'un à côté de l'autre dans la rue, parce qu'une partie d'eux maintient la même fréquence, celle que possèdent les corps humains. Ils partagent principalement le même royaume expérientiel d'existence, la 3D et sa matrice. Mais bien qu'ils puissent se toucher physiquement, leur mentalité et leur monde personnel diffèrent tellement que, fondamentalement, l'un n'existe pas dans la réalité de l'autre, à moins que quelque chose ne les force à interagir. Ce quelque chose finira également par être une correspondance vibratoire pour les deux, pour une raison ou pour une autre. Ce petit corridor de correspondance vibratoire entre eux est un fragment de leur monde personnel où il existe une compatibilité. Cette compatibilité peut être un goût pour un certain type de nourriture ou d'activité, mais cela peut être aussi simple que d'avoir des pensées et des idées similaires. C'est à travers ces petits corridors de compatibilité que le monde de l'un peut filtrer et influencer celui de l'autre, ce qui peut être très dangereux.
C'est ainsi qu'une personne fortement narcissique peut entrer dans la vie d'un starseed positif, et en utilisant ces méthodes de manipulation, le narcissique peut manipuler et même contrôler le starseed, exploitant ses attributs à son avantage et les transformant en faiblesse, par exemple en exploitant la nature hautement empathique du starseed. Les entités du bas astral fonctionnent exactement de la même manière. Elles peuvent entrer dans la vie de quelqu'un, dans le monde des vivants, en utilisant le moindre petit fragment de compatibilité fréquentielle qu'elles partagent avec cette personne, surtout lorsque l'entité astrale a quelque chose à y gagner. L'astral est plein d'entités de toutes sortes, et il est impossible de toutes les décrire, car c'est un véritable zoo, et tout n'est pas connu à leur sujet. Au fil de mes vidéos, je traiterai donc d'abord des plus communes et des plus problématiques. Les plus répandues, et celles qui provoquent la plupart des problèmes, sont simplement les parasites astraux. Ils sont, et se comportent, exactement comme des parasites biologiques physiques. Ce ne sont que des animaux, semblables à une sangsue ou à un ver, et ils se nourrissent de l'énergie de leurs victimes de différentes manières. Lorsqu'ils sont observés à l'aide d'instruments sensibles non humains, beaucoup d'entre eux ont une forme de méduse, comme une masse ou une tache floue, et ils peuvent être grands ou petits. Ils peuvent être attachés à l'aura ou aux champs énergétiques d'une personne vivante, de manière isolée ou en essaim. Le type suivant le plus courant est constitué de grandes entités astrales plus complexes, qui peuvent prendre d'innombrables formes, y compris humanoïdes, et qui peuvent être très intelligentes, au point de développer leur propre dynamique sociale et politique. Elles sont très fréquentes et peuvent être très dangereuses. Des livres entiers peuvent être écrits à leur sujet, et l'ont déjà été. Sur Terre, c'est généralement cette catégorie qui est associée aux démons et aux présences maléfiques, mais pas uniquement. Nous avons ensuite les personnes désincarnées, l'écho des âmes perdues qui ont perdu leur chemin de retour vers la source, ou qui mettent beaucoup de temps à réaliser qu'elles ne sont plus vivantes. Cela arrive souvent parce qu'elles ont de forts attachements à des choses et à des aspects du monde des vivants, et qu'elles ne sont pas prêtes ou ne sont pas capables de les laisser partir. Certaines âmes sont tellement effrayées d'être punies pour les mauvaises actions qu'elles ont commises lorsqu'elles étaient en vie qu'elles refusent de retourner dans les royaumes supérieurs de l'après-vie, préférant se maintenir dans l'écho du monde physique, dans sa caricature connue sous le nom de base astrale. Ce type d'âme est celui qui est le plus associé aux fantômes et aux apparitions, bien qu'il puisse y avoir de nombreuses causes à ces phénomènes. Les sangsues et les parasites astraux se nourrissent principalement d'énergie émotionnelle basse et de la peur de leurs victimes, ayant peu ou pas de connexion à la source. Ce type de créature est considéré comme des manifestations de type égrégore, créées par leurs victimes, ou comme le résultat de la manifestation de l'inconscient collectif plus vaste dans lequel la victime est immergée. Ce sont des schémas de pensée qui prennent une forme quasi-physique en raison de leur force et de leur constance. Le problème avec ce type d'entité astrale, ainsi qu'avec le type plus grand et plus complexe, également considéré comme le résultat d'une création de type égrégore, est qu'elles sont très difficiles à éliminer si la victime vivante ne retire pas ce qui les intéresse. Cela inclut l'activité, l'objet ou la nourriture qu'elle consomme, ou encore le schéma de pensée que l'entité recherche. Par exemple, dans le cas d'abus d'alcool ou de consommation de drogue, l'entité influencera télépathiquement la victime à laquelle elle est attachée, afin de la guider et de l'inciter à continuer de consommer l'alcool ou les drogues que l'entité désire. Cela est très typique chez les personnes qui ont un problème d'alcool ou de drogue, car de nombreux esprits désincarnés s'attachent à la victime vivante pour bénéficier des effets de l'alcool ou des drogues à travers le corps de celle-ci. Rappelez-vous que les boissons alcoolisées sont souvent appelées spirit, esprit, et ce n'est pas sans raison. En raison de cette forte influence télépathique, il sera très difficile pour la victime de se débarrasser des attachements et des parasites astraux, à moins qu'elle ne soit suffisamment forte pour supprimer, pendant longtemps, ce qui motive l'entité, par exemple en arrêtant complètement ses drogues durant une longue période, le plus longtemps étant le mieux. Cependant, il faut être conscient qu'il subsistera toujours une certaine forme de latence, où la même entité, ou une autre similaire,
pourra se réattacher à la victime vivante si les conditions sont réunies. L'une des stratégies de manipulation et de contrôle qu'utilisent beaucoup ces entités sur leurs victimes consiste à induire le besoin de gratification instantanée et de libération de dopamine, comme celle que l'on obtient en buvant de l'alcool, en regardant du contenu pour adultes ou en mangeant excessivement du sucre et des glucides simples, entre autres exemples. La victime en vient à privilégier la gratification instantanée plutôt que des bénéfices plus constructifs, plus difficiles à obtenir mais bien plus importants, qui sont le résultat d'un effort soutenu avec un objectif clair, comme l'amélioration personnelle ou un but collectif qui profite au plus grand nombre, tombant ainsi dans une dynamique autodestructrice et un cercle vicieux. Cela provoquera également un schéma de pensée associé chez la victime, dans lequel elle ne peut pas attendre pour obtenir ce qu'elle veut, en ayant besoin de l'obtenir immédiatement et avec impatience, ce qui la pousse à se contenter de ce qui est à portée de main et juste devant elle maintenant, au lieu d'attendre patiemment et de travailler dur pour quelque chose de plus désirable et de plus avantageux comme résultat. Par exemple, se contenter avec impatience d'une sucette maintenant, au lieu d'attendre un repas complet et un gâteau dans 1 ou 2 heures. À suivre dans la deuxième partie. Merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir aimé et de vous être abonné pour en voir davantage. J'espère vous revoir ici la prochaine fois, c'est-à-dire demain si vous parlez aussi espagnol, ou après-demain pour l'anglais à nouveau. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soiru.